Salut. Assez récemment, le ministre français Jean-Yves Le Drian s'est rendu en Irak afin d'encourager le pays dans sa lutte contre l'État islamique. On aurait pu croire qu'après la mort de l'ancien leader de Daesh, al-Baghdadi en fin 2019, la situation en Irak se serait améliorée. Et pourtant, les attaques du groupe terroriste se sont multipliées sur le territoire. Selon le Washington Institute for News Policy, désolé pour l'anglais, les djihadistes ont mené 556 attaques lors des 3 premiers mois de 2020, un chiffre qui est en hausse par rapport à 2019. Et pour cause, le pays traverse actuellement une situation globale très instable. Déjà fortement concerné par la pandémie du Covid, ce qui ralentit grandement son économie, le pays doit également faire face à une crise politique majeure. De plus, il sert littéralement de terrain de guerre aux États-Unis et au Liban, comme on a pu le voir avec la mort du général Soleimani à Bagdad. Et cette situation-là est justement propice à l'expansion du groupe État islamique. Mais si Daesh parvient aussi bien à exploiter les tensions locales, c'est peut-être parce qu'il est implanté depuis longtemps, voire même depuis le début. Et c'est le sujet du focus d'aujourd'hui: comment est né Daesh et pourquoi est-il si présent en Irak? Pour comprendre la naissance de Daesh, il faut revenir en 2003. Les attentats d'Al-Qaïda du World Trade Center ont bouleversé le monde et la politique américaine, qui lance dès lors une croisade contre le terrorisme. Dans les hautes instances, on se demande même si Saddam Hussein, le président irakien, n'est lui-même pas lié à ces attaques. James Woosley, qui dirigeait à l'époque la CIA, parle d'un mariage très fructueux entre Saddam Hussein et Ben Laden. Et c'est également à cette période, sous l'administration de Bush, que naît ce que l'on appelle l'axe du mal, qui désigne les différents pays souhaitant se doter d'armes de destruction massive. Cet axe comprend à l'époque 3 pays, la Corée du Nord, l'Iran et enfin l'Irak. C'est dans cette optique que les États-Unis, par l'intermédiaire de Colin Powell, vont tenter de convaincre le Conseil de sécurité de l'ONU d'intervenir militairement en Irak. Et du coup, pour légitimer cette intervention, les États-Unis parlent d'une guerre préventive qui a pour but d'éviter la propagation de ces armes à destruction massive, mais également de lutter contre le terrorisme déjà fortement présent dans la région avec Al-Qaïda. Le 5 février 2003, Colin Powell tient alors un discours historique, durant lequel il appuie son argumentaire sur des photos satellitaires, des écoutes téléphoniques et présente une fiole qui contiendrait de l'anthrax, une de ces armes biologiques que posséderait Saddam Hussein. Ces preuves sont rapportées par un certain Curveball, ingénieur chimiste qui aurait travaillé dans un laboratoire mobile permettant de créer ces armes. Sauf que tout ceci se révèle être faux. L'informateur de la CIA avoue lors d'une interview accordée à The Guardian qu'il aurait tout inventé afin de renverser le régime de Saddam Hussein. Un mensonge qui contribua en grande partie au déclenchement de cette guerre et à la mort de centaines de milliers de personnes. Mais je vous apprends rien si je vous dis que les véritables enjeux des États-Unis se trouvent ailleurs. Hans Blix, qui dirigeait à l'époque la commission de l'ONU chargée de rechercher la présence d'armes de destruction massive en Irak, déclara: dans le cas de l'Irak, il y a une tentative de la part de certains pays d'éradiquer des armes de destruction massive qui n'existaient pas. Mais alors, on peut se demander, mais quelles étaient les véritables intentions de Bush dans cette intervention en Irak? Le premier était purement et simplement de renverser le régime de Saddam Hussein. Selon la politologue Alexandra de Houfschieffer, l'intention des États-Unis n'était pas seulement d'y instaurer une démocratie, mais bel et bien d'éliminer une menace en y instaurant un régime client, c'est-à-dire un pays qui devient le vassal économique, politique et militaire de notre État plus puissant. Et bien sûr, le second et principal intérêt des États-Unis dans cette intervention, c'était le pétrole. Pour Alan Greenspan, président de la Banque centrale des États-Unis, l'or noir était le principal enjeu de cette guerre. L'Irak, possédant de nombreuses sources pétrolières, l'objectif était d'évincer la Chine et la Russie qui avaient déjà développé leurs intérêts. Mais certains dirigeants internationaux, dont Jacques Chirac, sont hostiles à l'intervention américaine. La France subira par la suite les conséquences de son non-alignement avec la détérioration des relations diplomatiques et la montée flagrante du French bashing. C'est donc le 20 mars 2003, sans l'accord de l'ONU mais de manière unilatérale, que Washington décide avec le soutien du Premier ministre britannique Tony Blair de lancer l'opération Iraq Freedom. C'est le début de la Seconde Guerre d'Irak. C'est une guerre éclair qui se déroule. En l'espace de seulement quelques jours, le régime de Saddam Hussein tombe. L'armée de la coalition, au nombre de 49 pays, mettra moins d'1 mois à prendre possession de l'ensemble du territoire irakien. Dès septembre 2003, le pays est divisé en différentes zones d'occupation. Une zone au nord et une zone au centre occupée par les troupes américaines, une zone centrale occupée par une division multinationale sous égide de la Pologne, et enfin une zone au sud, également occupée par une division multinationale sous égide britannique. Comme on le constate sur cette carte, les principales réserves et raffineries pétrolières se trouvent dans les zones américaines mais également britanniques, ce qui peut en partie expliquer à l'époque l'intérêt pour Tony Blair de soutenir le projet de George Bush. Après la chute de Bagdad, l'objectif de la coalition est de traquer les ex-dirigeants irakiens bassistes. Au terme de plusieurs mois de cavale, l'armée américaine soutenue par les Kurdes parvient à arrêter Saddam Hussein dans une cave à Tikrit. L'ancien président irakien finira pendu le 30 décembre 2006 à Bagdad. Il faut bien comprendre que l'intervention américaine a bouleversé l'échiquier politique irakien en renversant Saddam Hussein. Les sunnites, pourtant minoritaires en Irak, dominaient les hautes sphères politiques du pays
et ces élites constituaient les principaux cadres du parti Baas. Ils étaient majoritairement hostiles à l'intervention américaine, contrairement aux chiites et aux kurdes avec qui ils partagent le territoire. Avec la politique de débassification, initiée par l'administrateur civil américain Paul Bremer en mai 2003, les sunnites sont petit à petit destitués de leurs fonctions dans l'armée et l'administration. Ils finiront écartés du pouvoir au profit d'un gouvernement chiite soutenu par les États-Unis. Au fil du temps, cette minorité deviendra la cible d'humiliation et de stigmatisation par le reste de la population, ce qui ouvrira la voie de la radicalisation d'une partie de la communauté sunnite. Daesh n'aurait jamais existé sans l'intervention militaire américaine de 2003 en Irak. Voilà ce qu'affirme Gérard Chaliand, spécialiste français en géostratégie. Et c'est en effet dans la marginalisation de la communauté sunnite qu'apparaissent les premières germes du groupe extrémiste. Les sunnites refusent de se voir supplantés par les chiites, qu'ils considèrent comme hérétiques. Des affrontements vont alors éclater dans la ville de Bagdad entre ces deux branches. Cette guerre civile provoque de véritables bains de sang avec des attaques quasi quotidiennes. Les différentes communautés finissent par se haïr et se regrouper entre elles dans des quartiers séparés. Et ces tensions locales vont servir les intérêts d'Al-Qaïda et notamment celle d'Abu Musab al-Zarqawi. Ce dernier est envoyé par Ben Laden afin de fonder son propre mouvement en Mésopotamie afin d'élargir l'influence du groupe terroriste. Ils font le groupe Al-Tawhid qui prête allégeance à Al-Qaïda en 2004. Ils parviennent à recruter des sunnites radicaux, alors opposés au pouvoir chiite qu'ils jugent illégitime. Pendant quelques années, le groupe perpétue des attentats, dont la décapitation filmée d'un Américain, ce qui provoque l'effroi en Occident. Al-Zarqawi sera tué en 2006 suite à un raid aérien américain. La même année, suite au conseil consultatif des Moudjahidines, l'alliance d'Al-Tawhid et de 5 autres mouvements islamistes donne naissance au groupe de l'État islamique d'Irak. Comme on vient de le voir, c'est sur le stigmate identitaire collectif et l'humiliation que s'est bâti l'État islamique. Alors composé d'une trentaine de groupes sunnites, leurs ambitions est de renverser le pouvoir chiite mis en place et de lutter contre la présence américaine. Pourtant, la proclamation de l'État islamique ne fait pas l'unanimité parmi les sunnites. Certes, d'un côté, certains se réjouissent de prendre leur revanche sur les chiites et de rassembler les peuples sunnites par-delà les frontières. D'un autre côté, certains sont sceptiques face à la montée flagrante de la radicalisation et de la violence. Le groupe terroriste fait aussi main basse sur des infrastructures pétrolières et puis de nombreux villages. Cela lui assure donc des revenus bien supérieurs à toutes les organisations armées non étatiques, lui permettant de se procurer des armes et de mener des opérations de propagande auprès des populations. Ainsi, l'influence et la richesse du groupe ne cessent de croître en Irak. En 2010, Abu Bakr al-Baghdadi prend les rênes du groupe. Malgré le retrait des troupes américaines sous la demande d'Obama en 2012, les activités du groupe État islamique n'ont pas pour autant cessé. En effet, au même moment grondent des contestations populaires à travers des pays comme la Tunisie, l'Égypte ou encore la Syrie. C'est le début du printemps arabe qui va servir indirectement les ambitions du groupe djihadiste. Il va profiter de la zizanie en débarquant en Syrie pour se joindre à l'insurrection. Dès 2013, la ville de Raqqa tombe entre ses mains. Il s'agit de la première grande ville syrienne sous contrôle de Daesh qui s'en sert de quartier général. D'autres villes seront conquises comme Fallujah, Ramadi ou encore Mossoul. L'expansion éclair du groupe terroriste est en partie due à ses sources de financement provenant de secteurs variés. Des réserves pétrolières aux trafics en tout genre en passant par les prises d'otages, la valeur théorique des actifs sous le contrôle de Daesh était estimée à plus de 2000 milliards de dollars en fin 2015. Malgré l'autonomie politique, économique et religieuse recherchée par l'État islamique, le groupe continue de percevoir des aides d'institutions et d'entrepreneurs saoudiens avec qui il partage la même vision rigoriste de l'islam. Le montant de ces donations s'élèverait à environ 50 millions de dollars en 2015. En 2014, le groupe terroriste désigne son chef al-Baghdadi comme calife et donc chef des musulmans du monde entier. Le mouvement se fait désormais appeler État islamique, supprimant toute référence géographique. Alors à son apogée, Jean-Pierre Filius, spécialiste des mouvements djihadistes, le décrit comme de très loin le groupe djihadiste le plus dangereux au monde et je crois que son chef, Abu Bakr al-Baghdadi, est encore plus dangereux que ne l'était Ben Laden de son vivant. Depuis, les attentats se sont multipliés. En Libye, en France, en Tunisie, au Royaume-Uni ou encore au Liban, faisant à chaque fois des centaines et des centaines de victimes civiles. Mais petit à petit, les forces de la coalition parviennent à reprendre les territoires de l'État islamique qui en aurait perdu déjà près de 95%. En reprenant la ville de Baghouz, les forces démocratiques syriennes ont annoncé en mars 2019 la totale élimination du soi-disant califat. Pour conclure, la naissance de Daesh est formée suite à l'intervention américaine en Irak. Cette quête avide de ressources pétrolières a plongé le pays dans une situation très instable. Une erreur qui sera plus tard reconnue par les gouvernements américains et britanniques. John Kerry, alors à l'époque sénateur américain, déclare « L'histoire jugera l'invasion de l'Irak comme une des plus grandes mésaventures de la politique étrangère de tous les temps ». Sur la base de stigmatisation à l'égard des populations sunnites, de nombreux mouvements islamistes verront le jour, dont celui de l'État islamique d'Irak. Ce dernier connaîtra une forte ascension en profitant notamment des instabilités politiques
qui touche à l'époque certains pays arabes. Si l'État islamique avait réussi à créer un proto-État sur l'est de la Syrie et le nord de l'Irak, ces territoires sont repris petit à petit par les forces de la coalition. Pourtant, la perte de l'ancrage territorial de l'État islamique dans certains pays ne signifie pas pour autant sa disparition, car même si le mouvement perd son État, il garde l'allégeance de nombreuses communautés musulmanes sunnites dans le monde entier. Sa propagande anti-occident et anti-chiite lui garantit un enrôlement continu, notamment auprès de la jeunesse sunnite. Ainsi, la lutte future contre Daesh ne sera sûrement pas territoriale, mais probablement idéologique.